Salut, bienvenue à Bassin Conversant de l'OBV du Chêne. Mon nom, c'est Rémi Bédard. On présente des producteurs de bons coups. Dans le fond, c'est des gens qui nous épatent toujours avec leurs pratiques agro-environnementales. Aujourd'hui, pour en discuter, on a Denis Maltais du Verger de Tilly qui est avec nous. Denis, merci d'être venu. Bonjour Rémi, merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment un plaisir, puis vous allez découvrir que Denis, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. En fait, Denis, au Verger de Tilly, c'est un endroit j'adore ça aller là, c'est assez spectaculaire. Le Verger de Tilly, ça se trouve dans le fond ça surplombe les fonds à Saint-Antoine de Tilly. Ce qu'on appelle les fonds, là, allez pas croire qu'on parle de bas-fonds ici, c'est loin de là. Non. C'est simplement un endroit où la belle falaise de Lobinière va s'incliner devant la beauté du fleuve. Et puis, mesdames et messieurs, le verger surplombe tout ça. C'est un site absolument magnifique. Moi, quand j'y vais, quand je vais faire mon tour au verger, généralement, Denis n'est pas trop dur à trouver. Il est dans le coin. Puis, en parlant, je me suis rendu compte que si on ne le trouve pas à l'entrée, on peut tendre l'oreille. Des fois, il y a une tondeuse qui tourne. Oui. Ouais, je vois que Denis rit déjà un peu. Oui, c'est comme ma relaxation à l'étendre. C'est ça, l'herbe, ça le relaxe, Denis. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme l'équivalent là, de Québec, Québec, Trois-Rivières en passant par Osaka, là, probablement, là, en longueur d'allée à tondre au verger, si je ne me trompe pas. Là. Oui, mais en étant un verger à l'autocueillette, nos dimensions sont un peu hors standard d'un verger de production parce que on plante pas beaucoup d'arbres à l'hectare. Là. On roule entre 600-700 arbres à l'hectare au lieu du 1500 à 2000 arbres à l'hectare en production là, pour maximiser la surface. Nous, c'est différent pour l'autocueillette. Oui, puis là, ça, c'était un petit peu ton sport de relaxation, je t'ai bien compris, là, entretenir tout ça. Oui, c'est ça. Une fois que j'ai la tête pleine, je vais me relaxer à l'étendre. Ça prend juste un volant des pieds puis suivre les allées pour tondre. Excellent. Ben, c'est ça, dans le fond, Denis. Je pense que tu passes beaucoup de temps à tondre, à tailler tes arbres aussi. Là, on dirait que c'est le voisin moyen là, quand on parle de ça. Mais par contre, tes arbres sont un petit peu moins ennuyeux que la haie de cèdre moyenne parce que là, on parle de poires, on parle de prunes, de pommes, on parle... De chums, de kiwi. J'allais te le demander parce qu'il y a des noms que j'ai oubliés. Là. Il y a tellement Ouais, des d'affaires. Maurus alba. On a aussi des bleuets, des framboises, des camerises. Si on parle même du Maurus alba, moi, c'en est un qui m'a accroché. Là. Ouais. Ça, c'est un arbre dans lequel pousse... Qu'est-ce qui pousse dans le C'est des murs, mais Ouais. des murs, c'est pas une ronce. On va parler d'un arbre fruitier. Le Maurus alba vient du coin de la Chine. C'est un gros arbre qui vient à 25 pieds de diamètre. Il va produire 300 livres de mûres. J'ai de la blanche, de la rosée et de la foncée. Ouais. C'est ça. Déjà, on rentre à plein... on rentre les deux pieds là-dedans. Là, le verger de Tilly, c'est ça. C'est extrêmement détaillé. C'est beaucoup de cultures différentes. Vous avez une variété qui est époustouflante. Puis la raison pour laquelle t'es ici aujourd'hui, c'est que vous avez une approche vraiment... extrêmement détaillé, extrêmement en profondeur par rapport à toutes ces cultures-là que vous faites chez vous. Vous avez une façon, finalement, de tellement bien connaître votre travail en profondeur qui va vous permettre, dans le fond, de rentrer une valeur agro-environnementale là-dedans par l'étendue un peu de ta connaissance. Je sais que tu travailles beaucoup à réduire au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui, puis ça fait longtemps qu'on fait ça. Là. Depuis, on a acheté en 93. Nous, c'est un verger à perte de vitesse. Puis en 85, on a déjà commencé à faire toutes les plantations qu'on faisait. Il était réfléchi à savoir les distances, qu'est-ce que ça amenait comme impact. Ça fait au-dessus de 25 ans qu'on met plus d'herbicides dans le verger. On a acheté des tondeuses européennes qui font une belle tonde de finition, comme un terrain de golf. Ils sont agréables à conduire, j'imagine aussi. Oh, oui, c'est ça, avec un peu de musique puis l'air climatisé, ça va bien. Excellent, ça. Puis dans le fond, tout ça, comment vous y prenez au verger? Je sais, là, on parlait de les distances. Pour réduire, là, vous avez un programme assez complexe, là, finalement, pour gérer vos ravageurs. Oui. C'est quoi les approches qui peuvent permettre là-dedans de réduire? Comment on fait pour en mettre moins ou d'en mettre plus intelligemment? Ben, ça commence par la taille des pommiers.
mieux tes pommiers sont taillés, mieux sont structurés, plus l'air passe à travers facilement, plus ils chassent rapidement. D'accord. On a quand même une chance sur le bord du fleuve parce que les vents, ils se lèvent tout le temps vers 9-10 heures le matin, ils tombent vers 6 heures le soir. Ça veut dire que quand il mouille beaucoup, on a une grosse quantité d'eau. Si on a fait une belle taille puis on a moins de ce qu'on appelle des gourmands là, de feuilles à l'intérieur du pommier, il va sécher rapidement puis il va empêcher de faire des champignons, ce qu'on appelle des communément où on emploie des fongicides là, pour empêcher de faire des taches noires sur la pomme, là, la tavelure. D'accord, fait que ça, juste le fait d'amener finalement l'air à passer sans avoir appliqué quoi que ce soit, là, on est juste rendu dans la prévention. Oui, juste la prévention au départ. Un pommier bien taillé, qui est en santé, puis qui est bien structuré, vous allez éliminer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes au niveau des insectes, au niveau des champignons, au niveau des contacts aussi, parce que nos arbres sont séparés. On a quand même des bonnes distances. Nous autres, nos rangées, c'est 22 pieds de large, puis les arbres sont aux 14 pieds. On travaille à 90% des semis-nains. On n'est pas sur broche ni sur fusil hollandais, qui est des anciennes méthodes de cultivar d'attacher les pommiers. Qu'est-ce que ça vient changer à ce moment-là? C'est moins des haies ça fait pas des haies, des petits arbres, ça va faire des haies, de la rétention, beaucoup d'eau, ensemble, parce que c'est très tassé, c'est comme une haie de cèdre. Puis si les vents passent moins bien, l'hiver aussi, les bris à cause de la neige, les vents, sur le bord du fleuve, il ne faut pas se cacher, des 100 km/h, ça existe. Puis vu que nous, on travaille à l'autocueillette, ce qu'on veut, c'est surtout permettre à l'autocueilleur de faire le tour de l'arbre pour cueillir les pommes et non rentrer dans l'arbre. Puis là, on a parlé un peu de la tavelure, finalement, la moisissure, on travaille avec l'humidité. Ouais. Là, j'imagine que des gens qui produisent des fruits qui sont aussi beaux et aussi attrayants que les vôtres, là, ça va attirer forcément pas juste des autocueilleurs. Là. Non, c'est sûr. C'est ça, à ce moment-là, est-ce que pour contrôler tout ce monde-là, tout ce qui peut être ravageur, est-ce que vous avez une approche qui est plutôt grande échelle ou est-ce que vous ciblez un peu vos... On fait beaucoup de dépistage aussi. D'accord. Pendant la saison. La taille, c'est le début du commencement, hein, comme on dit. C'est que si on fait une bonne taille aussi, on enlève les maladies aussi. En même temps qu'on taille, il faut superviser les maladies comme le chancre européen. Vous avez eu un peu de brûlure, il faut les enlever. Ça veut dire de tailler, c'est pas juste de dire qu'on taille quelque chose ornementalement parlant. Parce qu'un arbre de production, c'est un peu différent que de faire une belle haie de cèdre. Il a l'air beau. Nous, on surveille surtout des maladies qu'il peut y avoir dans l'arbre pour les éliminer. Puis là, en ayant 30 variétés de pommes, vous avez différentes sortes de tailles aussi. Parce qu'on fait entre 3 et 4 sortes de tailles, là, ce qu'on appelle la conique. Il y en a qui appellent ça la suisse. Vous avez l'anglaise qui libère le centre. Vous allez avoir aussi l'italienne qui elle, est une taille spécifique pour faire des bourgeons à fruits. Et puis la BEH dans d'autres sortes. Ça veut dire que on peut s'amuser longtemps. Là. Moi, je suis un peu maniaque la taille. J'adore ça, de bien tailler les arbres, mais ça nous a toujours apporté juste des bonnes choses, de bien tailler le pommier puis d'enlever des maladies. Ce que je comprends bien, c'est que c'est vraiment, dans le fond, une fondation pour essayer d'avoir à traiter le moins possible avec des produits, d'avoir une base extrêmement forte. Puis là, j'imagine que la taille va varier selon les méthodes culturales en biologique, là, c'est réellement la base, là, c'est la taille. D'accord. Ça veut dire que vous lisez n'importe quel livre, la première chose qu'ils vont vous dire, il faut bien tailler les arbres. Parce qu'un arbre qui est plein de feuilles, que l'humidité reste dans le centre, vous attirez les ravageurs, les insectes, vous attirez les maladies. Puis là, si je ne me trompe pas, au verger, vous adhérez à un genre de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un genre de cahier de charge ou qu'on appelle la PFI, c'est ça? Oui, la PFI, puis ça fait longtemps qu'on a... passé à travers la PFI pour nous, parce qu'en 2003-2004, on a été certifié ISO 14001 à l'international. Ça veut dire qu'on a fait toutes les réglementations municipales, le national et l'international. On a fait ça 2 ans, mais pour nous, vu qu'on ne faisait pas d'exportation, ça n'avait pas beaucoup d'impact. C'est assez onéreux pour avoir la certification du BNQ au Québec. Ça, concrètement, c'est des grosses certifications là, qui vous amènent à revoir en profondeur vos pratiques, là, j'imagine. C'est des audits. C'est un audit externe et un audit interne. Ça veut dire que ça, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on traite les 7 éléments qui existent à la Terre. La faune, la flore, l'eau, l'air, le sol. Vous avez le rayonnement puis le climat. Là. Ça fait partie des 7 éléments. Et tout ça, c'est autant les équipements
autant les arbres, autant tous vos déchets de récupération. Ouais, Comment est-ce que vous les traitez, là? Mettons qu'on parlerait là, concrètement des éléments que ça vous a apporté à mettre sur pied, là, ces sept éléments-là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez changé? Ça a été quoi les nouveaux équipements, les méthodes qui ont été mises en place Ben, suite des à ça? équipements au niveau énergétique, là, tu sais, juste les tracteurs, la certification des équipements là, européens que j'ai, pulvérisateur européen avec un lavement interne, on ne perd pas de produit, OK. c'est très précis. Les quantités, quand on mesure, c'est précis, là, c'est pas sur la règle du pouce. Là. Ça permet d'enlever les dérives, dans le fond, Ça peut-être appelle- d'en oui, envoyer moins dans le vent un peu. c'est ça. Nous, on a une grosse tour environnementale là, de 10 pieds de haut là, qui fait que ce qu'on projette, c'est le même effet que quelqu'un va peinturer un mur avec un gun à l'air. Là. OK. Ça veut dire que le but, c'est pas d'en mettre beaucoup. Le but, c'est de mettre la quantité besoin, mais à la bonne place. Au bon endroit, au Au bon bon moment. endroit, au bon moment. C'est ça qui me fascine à chaque fois que Ouais. je parle. Puis le premier contact que j'ai eu avec vous au verger, c'était c'était ta conjointe Lucie. Oui. Puis j'avais été faire un tour avec elle, puis c'était en hiver même, puis j'avais tout le détail de tel moment de l'année exactement. On va aller faire un dépistage à tel endroit. On va envoyer tel produit, telle dose sur tant d'arbres. Oui. Puis c'est ça qui se passe. Ah On oui, fait pas, on a- passe pas avec un avion au-dessus du verger là, pour tout arroser. Là. Non, il va par parcelle, puis il va même aussi par les variétés, genre les variétés d'été. Là. Ceux qui connaissent les Melba, il y a des variétés d'été, puis après ça, les variétés d'hiver. On appelle ça les hâtifs et les tardifs. Ouais. Un hâtif est plus sensible à toutes les maladies, tandis qu'un tardif va être un peu moins sensible. Ça veut dire, D'accord. quand on réussit bien nos hâtifs, puis qu'on a mis le minimum des besoins qu'on avait, ça vaut pas la peine d'aller faire le tour des autres arbres. C'est sûr que on sait qu'on a fait une belle OK. job. Fait que vous avez des témoins finalement un Ouais. peu en avant qui vous permettent là, de faire la prévision météo là, pour les Ben, pour il y a les des variétés prochaines beaucoup plus variétés. sensibles. Hein. C'est un peu comme dans la vigne. Hein. Dans la vigne, ils mettent des rosiers en avant d'une vigne. OK? Des rangs de vignes. Moi, j'étais allé en Italie, puis eux autres, ce qu'ils font, c'est que ce rosier-là est plus sensible quand la maladie arrive pour dire, ben, avant la vigne. Ça veut dire que là, OK, c'est un peu le canari dans la mine là, finalement. c'est ça, exactement. Ils voient que la plante, ce rosier-là est en train de dépérir. Ils savent que la maladie vient d'arriver. Là, ils vont faire un dépistage et ils vont appliquer un produit pour s'assurer de ne pas perdre la récolte. Fait que chez vous, dans le fond, ce C'est la fameux même logique. rosier-là ou le canari, c'est vos variétés hâtives, si je comprends bien. Oui, exact. Qui sont très sensibles, qu'on a encore parce qu'on a des arbres de 80 ans, là, genre les Melba là, qui ont 80 ans, c'est des super bonnes pommes. Mais sauf que avec le temps, je veux dire, les ravageurs, ils ont changé d'état, puis ils se sont adaptés, puis tout, tu sais, c'est un peu comme dans la nature. Hein, puis quand ça fait 80 ans que cet arbre-là, il se fait attaquer, là, c'est sûr qu'il devient de plus en plus sensible à tout ce qui se présente alentour de lui. C'est un concept qui est super intéressant, en fait. C'est pas quelque chose dont on entend parler. C'est pas évident, là, le fait que ces Non, plans-là parce que- puissent servir à ça. Ouais. Je voudrais aller aussi sur le verger lui-même. Là, on a parlé des pratiques. On en étant le moins possible localisé. C'est carrément, moi je dis c'est de la précision chirurgicale. Là. Chez vous, carrément, c'est vraiment... Ouais, je pense que ça va avec le gars aussi. Là, Ça va avec le gars. Il est minutieux, puis que des fois même, il tire un peu sur l'élastique, mais ça fait partie du personnage. Ouais, mais c'est ça, on n'est jamais à court de conversation. Quand on passe chez vous, il se passe toujours quelque chose au moment où on est là. Ouais. Puis il y a toujours... Moi, j'apprends à chaque fois, là, c'est sans fin, cette histoire-là. Mais je jase souvent avec des amis agronomes, puis ils me disent tout le temps que je leur pose des bonnes questions parce qu'il faut qu'ils aillent fouiller pour avoir la réponse. Alors, fait ouvrir leur livre, ils retournent dans leur livre d'école un peu. Ça arrive, oui. Puis on pourrait continuer là-dessus. Il y a l'aménagement du verger aussi qui a vraiment une belle valeur agro-environnementale, en fait. Du point de vue de l'anecdote, le verger de Tilly, il y a un inventaire d'oiseaux qui se fait à chaque année Oui. dans votre coin, dont je prends part moi-même. Et puis, en fait, le verger de Tilly se trouve à être un site qu'on aime beaucoup visiter pour aller trouver les oiseaux. C'est un inventaire d'hiver, les oiseaux sont plus rares. Ouais. Souvent, on en trouve chez vous. Ça donne un indice un peu sur ce qui se passe, l'aménagement des lieux. Une chose qui accroche, on parle de haies brise-vent. Souvent en agriculture, qui sont des haies qui vont servir à réduire le vent, la dérive des produits phytosanitaires, des choses comme ça.
Chez vous, c'est un autre. C'est une autre catégorie, vos haies brise-vent. Oui, on a des bons brise-vents. C'est sûr que nous autres, on a des arbres matures. Tu sais, le verger date il va avoir 80 ans cette année. Là. Il a été planté en 42. Ces brise-vents-là, ben, ils servent quand même à beaucoup de choses, là, parce que tu as des variétés qui aiment moins les vents froids d'hiver aussi, des choses de même, ça vient comme ralentir un peu tous les gros vents. L'autre affaire, c'est que ça donne la place aux prédateurs de nicher quand on reçoit des ravageurs dans le verger. Il y a la section nichoir aussi qu'on traite aussi là, avec un de mes amis, Sylvain. Puis aussi pour la nuit, ben ceux qui aiment moins les chauves-souris, mais des niches à chauves-souris, c'est qu'au niveau d'un verger, les insectes le soir, là, je peux vous dire qu'une livre ou deux par chauve-souris, là, ça fait un autre ménage. C'est ça. C'est vraiment, en fait, ça devient un habitat. Là, on a les oiseaux aussi. C'est souvent, je pense qu'il y a beaucoup de nids d'hirondelles. Oui. On parle d'oiseaux encore qui capturent des insectes volants. Ouais. On vient embarquer encore une fois. On vient chercher des ravageurs avec ça. Pas besoin. C'est des ravageurs qui n'ont potentiellement pas besoin d'être gérés autrement. Puis pour revenir même sur les haies brise-vent, visuellement, c'est quelque chose d'autre parce qu'en fait, sont très belles. Sont diversifiés. Il y a des conifères là-dedans, il y a des aubépines, il va y avoir toutes sortes de petits arbres fruitiers sauvages. Des murs sauvages, des framboises sauvages, tout ça. C'est ça. C'est magnifique. Puis en fait, ça rend aussi le verger c'est un endroit qui est très agréable. Là. On se rend même pas compte qu'il y a une petite route qui passe le long là, parce que ça se trouve être de l'autre côté de ces haies-là magnifiques. Ouais. Qui sont en fait, je les trouve intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose qui s'implante beaucoup présentement sur les fermes. Puis ça donne une idée de ce que ça peut être dans tant d'années, une haie brise-vent, parce que celle-là est mature. Celle-là est super diversifiée. Ouais. Puis elle a passé, on voit qu'elle a acquis des fonctions écologiques avec le temps. C'est devenu de l'habitat faunique carrément. Mm-hmm. Puis elle n'a pas forcément une emprise beaucoup plus large qu'une autre haie brise-vent. Non, puis il faut les travailler. Là, on a des sections chaque année qu'on vient retravailler. Parce que vous avez toujours ce qu'on appelle le primaire et le secondaire dans la foresterie. Là, les premiers arbres qui s'implantent, c'est toujours de l'aune, puis vous allez avoir du bouleau, des trempes. Après ça, à travers ça, on a du chêne, du frêne, de l'être. Puis les petits arbres, ben, oui, du cornouiller, des murs sauvages, des framboises, tout ça, mais ces espaces-là, moi, je trouve ça nécessaire. L'autre affaire, c'est que ça protège aussi les fossés. Un fossé à ciel ouvert va pousser 2 puis 3 fois plus vite parce que là, les graines vont tomber dedans. Il y a du soleil en masse et de l'eau. Tandis que quand tu as des bonnes haies brise-vent comme ça, ben, le fond du fossé est tout le temps sombre. La lumière ne perce pas. Et là, ça empêche la végétation de produire, dans le fond, de pousser. Ce qui fait que tes fameux fossés, tu n'as pas besoin de les prendre à tous les 10, 15 ou 20 ans. Il y en a qu'on a refait. Ils restent ombragés. Ils restent ombragés. Il y en a qu'on a fait, puis qu'on a réellement mis un peu plus à nu. Ben, on travaille 2 fois plus dessus sur 10-15 ans que les autres qu'on a laissé les gros brise-vents travailler. Ceux-là, on ne veut pas les faire à la tondeuse en plus en écoutant de la musique. Là, ce qui est... Non, ceux-là sont... C'est clairement pas, c'est pas aussi vendeur. Là. Non, ça, c'est pas winner. C'est tout un ensemble moi, que je trouve fascinant de pratique. C'est vraiment vous êtes vraiment dans l'ajustement fin dans vos pratiques. Je pense que vous avez un certain nombre d'équipements aussi. On parlait, là, il y avait peut-être des pulvérisateurs. Je sais que vous avez aussi des équipements d'économie d'énergie. Je pense que toi, Denis, un peu par formation aussi, c'est quelque chose qui t'est cher. Là. Je sais que vous avez des équipements qui vous permettent de sauver des choses comme de l'eau. Là. Oui, c'est ça. Mais si on parle des équipements agricoles, les tondeuses et tout ça, même on avait des sécateurs avant pneumatiques avec un compresseur au pétrole, à gaz. Là, on est tous rendus avec des sécateurs électriques à haut rendement. Après ça, au niveau des environnements, ben chaque chose qu'on a mis en place, des projets, puis tout ça, qui était possible, ben on mettait des projets énergétiques, puis aussi agro-environnemental, genre des réservoirs d'eau pluviale, de la géothermie, panneaux solaires. Ça, on travaille beaucoup dans ce côté-là parce que c'est 2 côtés qui sont payants. Autant au niveau environnemental qu'énergétique. Excellent. En fait, j'avais un moment de réflexion à tout ça. Ouais. C'est juste vraiment beaucoup de choses.
Sinon, je suis un peu curieux, tout ça. Tu sais, je parlais un peu de peut-être ton champ d'études. Euh, je suis curieux là, de savoir, en fait, je sais que les deux, vous arrivez d'un domaine qui est pas On- typiquement agricole. non, on n'est pas des enfants d'agriculteurs, ni un ni C'est ça, l'autre. Là. Ouais. exactement. Qu'est-ce Ouais. qui vous a amené à aller ouvrir un verger, à aller vers tout ça, Ouais. dans un premier temps, puis qu'est-ce qui vous a amené aussi à en faire ce que c'est présentement? C'est quoi qui vous a poussé dans ces... Ben, tu sais, moi, je viens quand même de la campagne. Là. Je suis un gars du Saguenay. J'ai toujours travaillé avec mes amis. Puis en étant en campagne, travailler dans les vaches laitières, faire les foins, on connaissait ça, tout ça. Puis c'est toujours un côté que j'ai adoré, travailler en horticulture, voir pousser quelque chose, parce que c'est très valorisant. Hein? Tu pars d'une fleur, tu finis avec une pomme qui a 3-4 pouces de diamètre à la fin de la saison. Elle est belle, les gens l'apprécient. Tu sais, c'est quelque chose de très valorisant de faire de la production, de l'autocueillette. L'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvés, nous, à faire des choix, puis on a décidé de revenir en campagne. Et là, c'est là qu'on a décidé de dire ben, dans quelle culture, puis qu'est-ce qui nous intéressait. Euh, pour faire l'acquisition. On avait regardé à l'île d'Orléans, on avait regardé un peu tout le tour. Dans ce temps-là, on était à Québec. On a quand même travaillé presque, on a tout étudié en partie, moi puis ma conjointe à Montréal, plein centre-ville de Montréal. Je peux vous dire que... Ça a changé de décor pas Ouais, mal je depuis. suis pas, non, je suis pas un gars de béton. Ouais. Puis c'est ça, on est revenu à Québec, puis après ça, on cherchait justement quelque chose à investir, d'avoir du plaisir, puis aussi de revenir en campagne, ce qui nous a permis, en faisant l'acquisition du verger, ben, c'est de pouvoir acquérir une terre agricole, puis commencer là-dedans. Mais en n'ayant aucun faux pli, comme j'ai toujours dit, parce que c'était pas nos connaissances de base. On est loin de l'agriculture, on n'avait aucune étude là-dedans, ni un ni l'autre. On a appris à s'accompagner des bonnes personnes. Moi, on m'a toujours dit, si tu veux faire de l'argent, tu vas aller chercher le gars qui sait comment faire de l'argent. Si tu veux faire telle affaire, tu vas aller chercher les meilleurs là-dedans. Ça veut dire que je suis allé chercher les consultants ou ce qui était les kingpins là-dedans pour faire mes fonctions. J'ai engagé des émondeurs, des tailleurs émondeurs professionnels aussi pour m'aider. J'ai appris. Je suis autodidacte aussi. Il faut dire que je lis beaucoup, très autodidacte. Mhm. Mais tout le volet, on a toujours voulu vivre en campagne puis élever nos enfants en campagne. C'était réellement... ça faisait partie de notre plan de vie. Là, je comprends bien, là, j'ai l'impression, la lecture que j'ai un peu de toi, Denis, là, Ouais. je pense que tout le côté agro-environnemental, toute cette innovation-là, ces interventions précises-là, Ouais. est-ce que ça se pourrait que ça soit simplement parce que ça rajoutait aussi une couche de défi là-dedans? Je veux dire, forcément, c'est beaucoup d'apprentissage, tout ça. Oui, c'est sûr. C'est un challenge là, de dire je me lance là-dedans. Puis, tu sais, je ne dirais pas que. Oui, à ce temps, j'ai beaucoup de cheveux gris, mais ça fait des cheveux gris. Tu sais, Ouais. ben, tu te lances dans l'inconnu quand tu ne sais pas tes étapes, comment ça fonctionne, puis tout ça au complet. Mais, tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est que tu apprends des choses. Puis, tu sais, dans ce domaine que j'étais très technique, il faut comprendre que dans les arbres fruitiers, puis les petits fruits, tout ça, c'est très technique aussi. Ça veut dire que c'est pas. Tu n'arrives pas là avec pas de connaissances, là, dans le sens. C'est quand tu as les esprits scientifiques, tu sais, ma femme et moi, on a pas mal d'esprit scientifique. Ouais. Ça veut dire que quand tu arrives dans ces domaines-là, oui, OK, on va dire qu'on ne connaît pas, mais on est capable de réfléchir puis de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis au niveau de l'environnement, ça a toujours été. Tu sais, ma femme est dans le milieu médical. Je peux vous dire que quand je prends des décisions, elle a un œil très rapproché de ce que je vais faire aussi. Un côté vraiment diagnostique Oh et oui. ouais, analyser les données disponibles. Oh oui, puis pourquoi tu fais ça, puis pourquoi tu fais pas ça, puis tu sais, elle aussi, on peut dire, elle fait partie des challenges où on Ouais. est une équipe de travail là-dedans. Puis justement, là, on parlait un peu du côté technique de la complexité. Est-ce qu'il y a des exemples là, en culture, des essais qui ont été faits, qui ont été plus difficiles? Ah oui, des fois, je me dis que je suis un peu gaulois. On essaie des cultures, même malgré tout le monde te dit fais pas ci, fais pas ça. Tout l'entourage, tu vas perdre de l'argent, fais affaire. Oui, les pêches. J'ai essayé Ok. les fameuses pêches.
Puis après 7 ans de culture, donc je pense que j'allais y voir à peu près 22 fois par année, là, puis aller tailler, puis aller prendre soin, puis tout. Mais la 7e année, un hiver très froid. Fait que là, c'est 7 ans de taille, 7 ans de documentation, Ouais, de lecture. d'engrais naturels, puis ouais. Puis On finit avec un bois de chauffage très dispendieux à la fin. Ouais, c'est ça. 50 pêchés. Ah, 50. On a quand même des nombres aussi assez élevés pour un essai. Il faut, on n'a pas le choix. Là, on a essayé les abricotiers, qui est un semi-défi aussi, puis c'est pas facile. Pas facile dans les tailles. Surtout que je les travaille pas en arbuste, je les travaille en tige. D'accord. À cause qu'on est à Québec avec la neige. Mais par contre, là, on a un bel essai aussi. Là. On a quelque chose qu'on entend parler chez vous, là, puis qui attire beaucoup de regards. Je sais pas si tu pourrais nous en parler. Oui, nos fameux kiwis rustiques. Parce que ça, c'est assez incroyable. Là. Je dirais, il y a probablement des gens qui vont l'apprendre. Là. On peut se procurer des kiwis chez vous. Oui, littéralement. Ça va faire 9 ans qu'on a la culture de kiwi. On a fait un banc d'essai. On est parti avec 100 plants. Sur les 100 plants, on a 2 espèces qu'on cultive, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 5 espèces dans le kiwi. Le Deliciosa que vous connaissez de Nouvelle-Zélande, d'Italie, des États-Unis avec du poil. Là, c'est pas ça qu'on trouve chez vous, c'est autre chose finalement. Non, c'est plus petit calibre, ça ressemble plus d'un raisin, ça n'a pas de poil, ça se consomme directement. Là. Sans éplucher. Sans éplucher, tout ça. Sans rien. Parce qu'il faut comprendre, dans toutes les nouveautés qu'on a essayé d'implanter, les cultures émergentes qu'on appelle, autres que les arbres fruitiers comme les pommes, les prunes et les poires, que les gens connaissent bien, c'est que là, ce qu'on voulait s'en aller, c'est, en plus d'avoir une culture, c'est d'éliminer le plus possible les produits phytosanitaires. Oui. Parce que, on s'en cachera pas, les arbres fruitiers, c'est des bons consommateurs là-dedans. Et on a toujours travaillé depuis qu'on a acheté le verger en 1993 à réduire notre impact et le plus faiblement possible. On s'en vient vers le verger, on a à peu près 30% présentement de produits bio. On fait énormément de dépistage. On étire les produits pour s'assurer qu'on ne se fait pas trop délaver et qu'on n'a pas de dégâts. À date, ça va très bien, mais c'est à petits pas qu'on s'en vient aussi. Mais d'autres cultures, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de recherches à savoir, ces cultures-là, je suis obligé de tailler beaucoup? Ça prend-tu beaucoup d'engrais? Quel type de sol? Le pH? Il y a beaucoup de choses que moi, je lis avant. La plante, elle vient de où? Je regarde beaucoup le parallèle aussi à nous. Là. Je regarde dans quel parallèle qu'on vit avec les températures. Je regarde à travers le monde tous les fruits qui se font. C'est-à-dire que le kiwi, ça en était un bel exemple. Et je vous dirais, c'est le meilleur coup que j'ai fait de ma vie en horticulture, le kiwi, là, parce que c'est un beau fruit. C'est intéressant à faire. Vous avez de la taille à faire, par exemple? Il faut aimer tailler parce que c'est entre 3 et 5 fois par année. Encore notre fondation de tout à l'heure. Toujours. Parce que ça fait du fruit sur ce qu'on appelle des tiges d'1 an ou 2 ans. Oui. Ça veut dire que si tu veux solliciter, avoir des fruits, il faut que tu tailles. Et au niveau, c'est au niveau du produit phytosanitaire, ce qui est moins exigeant un peu que les autres? Il n'y en a aucun. Aucun? OK, carrément. Là, à date, il n'y a pas de maladie majeure. Il y a quelques maladies mineures. Nous, on n'en a pas pour l'instant depuis 9 ans. On a un petit peu, les gens vont s'apercevoir que les scarabées japonais viennent d'arriver dans la région de Québec aussi. Là. Ça l'aime ça. On les traite autrement. On les laisse s'amuser avec les tiges, les nouvelles tiges, là, pour ne pas attaquer le fruit. Mais à date, ça va super bien. Excellent. Denis, comme à tous les fois, c'est un cours en détail. C'est le savoir-faire au service de l'environnement, vraiment. C'est toujours ça. C'est de voir à quel point tu peux rentrer en profondeur. Comme à tous les fois, j'ai appris sans arrêt. J'ai ouvert mes oreilles. C'était absolument fascinant. J'aimerais savoir aussi si on veut vous trouver vous-même. En fait, si on veut te trouver toi-même, on connaît le truc de la tondeuse. Ouais. Mais si on veut trouver le verger, si on veut vous suivre sur Internet, avez-vous des endroits où on peut faire ça? Oui, tu peux nous retrouver on a une page Facebook. Là, on a un site web qui est en construction parce qu'on est en train de le refaire là, pour le verger. Puis, vous pouvez, si vous arrêtez aux alentours ce qu'on est, soit la fromagerie, Bergeron, tout ça, tout le monde nous connaît. Ça fait 80 ans que le verger existe, mais on est au 43-85 Terrasse des Chênes, le verger de Tilly. Petite parenthèse comme ça, est-ce qu'il y a moyen de prendre une bière chez vous? Oui, depuis 2015, on a parti une ferme brassicole. D'abord, on est devenu une ferme brassicole. C'est un permis pour avoir l'occasion qui s'appelle la Confrérie Microbrasserie. Notre niche est réellement les bières à base de fruits.
Ça veut dire que vous pouvez prendre une bonne stout, Oui, puis mais par il va falloir... expérience, j'ai testé vos produits à quelques reprises. C'est très efficace. C'est vraiment des produits qui sont bien balancés. Je trouve qu'ils sont souvent rafraîchissants. On vient là l'été. C'est excellent. Ouais, En fait, on va conclure là-dessus, mais ouais. on aurait pu parler encore pendant On a des plusieurs heures sujets. et des heures. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, mais c'est intarissable. Denis, merci beaucoup d'être C'est venu. moi qui te remercie, Rémi. Ça a été un très grand plaisir. Moi aussi. Autant pour moi. Au nom de l'OBV du Chêne et puis au nom des résidents de Lobinière, on voulait vraiment remercier du fond du cœur nos producteurs de Bon Coup qui, par leurs pratiques agro-environnementales, vont vraiment contribuer à augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du sol à longueur d'année. Vraiment, merci d'être là. Le balado Bassin Conversant est une initiative de l'organisme de bassin versant de la zone du Chêne. Cette série d'épisodes vous est présentée dans le cadre du projet Producteurs de Bon Coup, un projet qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques agro-environnementales des producteurs de la MRC de Lobinière. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire. Il a également été financé par la MRC de Lobinière dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole.